Électrochoc, le podcast des électrons libres. Aux grands mots, les bons remèdes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler immense, parfois même un peu angoissant, la biodiversité. C'est vrai, Max. On entend souvent des discours très alarmistes qui nous donnent l'impression d'être soit dans le déni, soit au bord du gouffre, avec comme seule option de tout arrêter, de revenir en arrière. Exactement, cette fameuse idée de décroissance. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il existe une troisième voie, beaucoup plus pragmatique et constructive. Une voie qui dit « Ok, le problème est réel, mais les solutions existent et elles sont compatibles avec nos sociétés modernes. » Et ces solutions ne sortent pas de nulle part. Elles sont portées par de grandes instances scientifiques et ont même été formalisées dans un accord mondial majeur, le cadre de Kunming-Montréal. L'ambition est énorme, stopper et même inverser la perte de biodiversité d'ici 2030. Rien que ça. Et pour y arriver, il y a une feuille de route très claire, avec plusieurs grands axes. Le tout premier, et le plus important, c'est de s'attaquer à la cause numéro 1 du déclin du vivant, la destruction des habitats naturels. C'est le fameux objectif 30 x 30. L'idée est simple et puissante. Protéger au moins 30% des terres et 30% des océans d'ici 2030. C'est un objectif très ambitieux. On double quasiment les engagements précédents. Et cette fois, on ne se contente pas de mettre une étiquette protégée sur une carte. Il faut que ces zones soient bien gérées, financées et surtout qu'elles soient connectées entre elles par ce qu'on appelle des corridors écologiques. Une forêt protégée ici, une autre là-bas, c'est bien, mais si les animaux ne peuvent pas circuler entre les deux, l'effet est limité. C'est ça, on recrée des autoroutes pour la faune et la flore. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Des études très sérieuses montrent que quand on protège bien une zone, les populations d'espèces menacées s'y portent mieux dans 2/3 des cas. Et on peut même se permettre un petit cocorico, car en France, on est déjà au-delà de cet objectif des 30%. On a 33% de notre territoire, terrestre et maritime, qui est couvert par une aire protégée. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut se reposer sur nos lauriers. Protéger ne suffit pas. Il faut aussi arrêter de grignoter les espaces naturels. C'est tout l'enjeu du zéro artificialisation nette, le fameux ZAN. L'idée est de stopper l'étalement urbain et commercial qui bétonne nos sols. Renchérissement du coût du logement, frein à certains projets, sa mise en œuvre est complexe. Mais parlons du deuxième grand chantier, l'agriculture. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Oh oui, on entend beaucoup parler des pesticides, mais le véritable enjeu, c'est d'abord l'emprise sur le sol. L'agriculture occupe 1/3 des terres émergées de la planète. La question centrale est donc comment produire assez pour nourrir tout le monde sans avoir à défricher toujours plus. Et c'est là que le débat devient intéressant. On a souvent tendance à opposer agriculture conventionnelle et agriculture biologique. Mais le bio, s'il a des avantages, a aussi des rendements plus faibles. Donc pour produire la même quantité, il faut plus de surface, ce qui peut, paradoxalement, augmenter la pression sur les milieux naturels. C'est pourquoi les experts parlent plutôt d'intensification écologique. L'idée est de produire mieux sur moins de surface. On combine des techniques comme la diversification des cultures, la restauration de la santé des sols, l'agriculture de précision. Et il ne faut pas avoir peur de la technologie. Les progrès en génétique, comme les nouvelles techniques d'édition du génome, permettent de créer des plantes plus résistantes aux maladies ou à la sécheresse et donc moins dépendantes des pesticides. C'est une piste extrêmement prometteuse. Absolument. Et ce qu'on fait sur Terre a un impact direct sur l'eau. Mieux on gère l'agriculture, moins on pollue nos rivières et nos océans. Mais il y a d'autres défis pour les milieux aquatiques. Oui, je pense notamment à la surpêche. Aujourd'hui, 1/3 des stocks de poissons sont exploités au-delà de leur capacité de renouvellement. C'est énorme. Et certaines techniques, comme le chalutage de fond, sont de véritables catastrophes écologiques. Mais là encore, la solution n'est pas d'arrêter de manger du poisson. La pêche a une empreinte carbone relativement faible et fait vivre de millions de personnes. L'enjeu est de mieux la réguler, fixer des quotas qui respectent le renouvellement des espèces et interdire les méthodes les plus destructrices. C'est une question de bonne gestion. Tout ça nous amène à une question de fond. Est-ce que l'économie et la technologie sont nos ennemis ou nos alliés dans ce combat ? C'est la question cruciale. Et la réponse est claire. Ce sont nos meilleurs alliés. Penser qu'il faut décroître pour sauver la planète, c'est une erreur. Sans une économie dynamique, comment financer la restauration des écosystèmes, la recherche, la dépollution ? C'est impossible.
L'argent n'est pas le problème, c'est la façon dont on l'oriente. Il faut arrêter de subventionner ce qui détruit la biodiversité et au contraire, investir massivement dans ce qui la protège. On parle de rediriger des centaines de milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Et la technologie est un levier formidable. Grâce aux satellites, on peut suivre l'état des forêts en temps réel. Grâce à l'analyse de l'ADN présent dans l'eau ou dans le sol, on peut inventorier les espèces d'un milieu sans même les voir. C'est une révolution pour le suivi et la protection. Et demain, l'intelligence artificielle nous aidera à modéliser l'impact de nos décisions pour choisir les plus efficaces. Le génie génétique pourrait même nous aider à lutter contre des espèces invasives de manière tissée. Le potentiel est énorme. Absolument. Il faut sortir de cette opposition stérile entre nature et technologie. La technologie n'est pas l'ennemi de la nature, elle est peut-être même notre meilleur espoir pour la réparer. En résumé, le tableau n'est pas si noir. Loin de la panique ou du déni, il y a une voie pragmatique, optimiste et pleine de solutions. Des solutions concrètes basées sur la science et l'innovation. La feuille de route est là, les outils sont là, il ne reste plus qu'à accélérer et à appliquer ce que l'on sait déjà faire. Le défi est énorme, mais les moyens d'agir le sont tout autant. L'avenir de la biodiversité n'est pas encore écrit, et c'est à nous de le construire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.